Bien, bonjour, bonjour Fatma, bonjour Moaz, bonjour Linette. Euh, Fatma, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour Fatma. Très bien. Moaz, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Très bien. Vous êtes le bienvenu. Linette, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Bonjour. Ah, bonjour Linette, très bien. Donc, je suis ravie de vous rencontrer encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes censés travailler sur le thème de la guerre et la paix, d'accord, deux notions diamétralement opposées. Je vous ai envoyé les fiches suivies d'un sujet. D'ailleurs, on va lire cette fiche-là à la lumière du sujet, comme ça, on peut comprendre, c'est-à-dire et comprendre les idées en rapport avec le thème de la guerre et de la paix, et à la fois, en fin de compte, sélectionner ou bien trier des idées en rapport avec le sujet. Que dit exactement le sujet? Mais l'univers le sait, nous allons nous battre, déclare le protagoniste, c'est-à-dire le personnage, de la guerre de Troie n'aura pas lieu. La guerre de Troie n'aura pas lieu, c'est une pièce de théâtre qui évoque et qui traite le thème de la guerre. Donc il y a un personnage qui a dit cette phrase, mais l'univers le sait, nous allons nous battre. Alors, vous avez la thèse puisée dans une pièce de théâtre, et puis vous avez la problématique. La problématique est la suivante. Pensez-vous que l'on ne puisse pas vraiment éviter la guerre? Linette, apparemment, vous demandez quelque chose. Je vous cède la parole tout de suite. Oui, Linette, est-ce que vous demandez quelque Ma- chose? Oui, madame, la fiche n'est pas affichée sur l'écran. Ah bon, la fiche n'est pas affichée. Très bien, tout de suite, Linette. Et maintenant, est-ce que vous voyez les fiches, s'il vous plaît? Linette, est-ce que la fiche est visible? Oui, madame. Ah, eh bien, tant mieux. Très bien. Donc, vous pouvez suivre. Bien. Moise, est-ce que la fiche est visible? Oui, madame. Très bien. Et pour Fatma? Ah oui, madame.
Oui, très bien, bravo. Donc, la problématique est la suivante. Est-ce que c'est impossible d'éviter une guerre? C'est-à-dire, on va traiter le côté inévitable d'une guerre, d'accord? Donc, partie 1, on va axer le travail sur le côté inévitable de la guerre. Autrement dit, la guerre est inéluctable, d'accord? Une guerre, alors donc, inévitable, inévitable, synonyme inéluctable, inéluctable, synonyme également de incontournable. Donc, on va d'abord travailler sur l'inéluctable de la guerre. Autrement dit, on va montrer à travers des arguments illustrés par des exemples que parfois c'est pratiquement impossible d'éviter une guerre. Et dans la deuxième partie, on va voir, mais quand même, c'est possible quand même d'éviter la guerre. On va voir par quels moyens notamment. Donc, voilà en fin de compte les deux parties de notre sujet et on va lire la fiche à la lumière de ce que nous avons à traiter tout à l'heure, c'est-à-dire de partie 1, l'inéluctable de la guerre, c'est-à-dire le côté inévitable, et deuxième partie, on va bien sûr axer le travail sur les possibilités à avoir pour éviter la guerre. Donc, j'ai choisi comme titre pour la première partie la guerre à multiples facettes. Pourquoi? Parce que en lisant ou bien donc c'est ça parce que quand on va jeter un coup d'œil sur en fin de compte la place de la guerre, le rôle de la guerre, la valeur de la guerre, on va se rendre compte que malheureusement, la guerre n'est pas uniquement dotée d'un côté négatif. Parfois, il y a des circonstances là où il faut déclarer une guerre. D'accord? Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce titre-là, La guerre à multiples facettes. Pour la deuxième partie, on va traiter le contraire de la guerre, autrement dit la paix. Et j'ai choisi comme titre une utopie. Utopie, c'est-à-dire, quand on dit c'est un monde utopique, c'est-à-dire parfait. Un Eldorado, vous vous rappelez, on a vu ce mot-là, Eldorado, avec le thème des souvenirs, c'est-à-dire un paradis. C'est vrai que ce sont deux termes, en fin de compte, très forts de connotation. Connotation, c'est-à-dire symbole, mais on va dire que c'est un paradis possible malgré tout. Donc, première idée, comme le crime, la guerre a ses degrés, pour dire tout simplement que la guerre peut avoir plusieurs significations. La guerre, une lutte armée entre groupes sociaux, est un phénomène qui remonte au déluge. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression qui remonte au déluge? C'est-à-dire très ancien dans le temps. Ça date même de l'Antiquité avec A majuscule. Jadis, c'est-à-dire autrefois, on vantait les valeurs guerrières et viriles. Citons à titre d'exemple les épopées et les chansons de geste. Geste ici signifie exploit et épopée, ça veut dire ce sont des textes généralement en vers, V-E-R-S, c'est-à-dire des textes, on va dire, poétiques qui exaltent, qui font l'éloge des valeurs de la guerre. Donc, épopée, je vous donne un exemple. Il y a l'exemple de l'Odyssée ou bien l'Iliade. Ce sont des textes anciens et ce sont des textes ressources pour la littérature française. Deuxième, donc ça c'est pour vous dire que la guerre était quelque chose de très, en fin de compte, de très important, était vraiment une marque de virilité, une marque de bravoure, c'est-à-dire ça a été tout simplement, comment dirais-je, c'est un atout, c'est un bénéfice. Ça a été le cas dans l'Antiquité. Argument 2.
évoque le bellicisme. La question qui se pose est, qu'est-ce que ça veut dire bellicisme? Vous allez être peut-être étonné parce que, parce que bellicisme signifie l'amour de la guerre. Ça n'a rien à voir avec bella, bellissimo, d'accord? Donc c'est l'amour de la guerre, d'accord? L'amour de la guerre signifie le bellicisme. D'où on dit par exemple quelqu'un qui a un esprit belliqueux, c'est-à-dire esprit de la dispute, de la querelle. Ou bien tout simplement on dit quelqu'un qui est belliciste, c'est-à-dire dans son caractère, il a ce côté de faire des disputes ou bien de faire la guerre. Donc le bellicisme éprouve, c'est-à-dire marque durement les pays depuis des lustres, c'est-à-dire des siècles. En effet, toute l'histoire humaine se fonde sur des conflits. L'esclave s'oppose à son seigneur, la bourgeoisie à l'aristocratie, le communisme au capitalisme. On a essayé quand même de faire un parcours tout au long de l'histoire pour se rendre compte que l'histoire humaine se fonde essentiellement sur des désaccords, sur des conflits. Qui a en fin de compte développé cela? Ça a été Karl Marx. Karl Marx, je vous rappelle, c'est un philosophe et il a développé cette idée dans un livre qui s'intitule Le Manifeste du communisme. Donc, premièrement, la guerre était un espace où on va prouver sa virilité, donc son courage. Ensuite, le bellicisme vraiment marque toute l'histoire humaine. C'est Karl Marx qui a essayé quand même de montrer ça. Et puis, on vous dit que la guerre, c'est un attentat. Blessés, mutilés de guerre, partout les médias visualisent les séquelles de toute conflagration, de tout bombardement. Qu'est-ce que ça veut dire séquelles? Les séquelles, ce sont les dégâts, c'est-à-dire les conséquences négatives. Ça nous rappelle même, qu'est-ce que ça veut dire une séquelle? La séquelle sans ce premier, c'est-à-dire une cicatrice. Et généralement, quand on parle de séquelles, c'est un contexte négatif. C'est quoi la conflagration? C'est un autre vocable pour ne pas répéter le mot guerre. Tout à l'heure, j'ai employé le mot conflit, par exemple, d'accord, pour éviter le mot guerre. J'ai parlé également de ce qu'on appelle, j'ai évoqué le bellicisme. Et maintenant, je vous parle de cette conflagration parce que j'en sais pas, donc parce que auparavant, on a dit que même si le devoir porte sur un thème précis, faut pas répéter ce thème plusieurs fois parce que cela nuit à la note. Donc, c'est quoi l'exemple qui dit que il y a des blessés de guerre, il y a des mutilés de guerre, c'est-à-dire des gens qui ont perdu un ou bien deux membres de leur corps. Signalons pour mémoire une façon d'insérer un exemple. Après nous, Hiroshima, un livre adapté au cinéma où le réalisme flagrant, c'est-à-dire clair, souligne les horreurs du bombardement. Hiroshima, c'est le Japon. On traite dans ce livre-là la première fois où on a essayé la bombe atomique. Ça a été horrible, les séquelles sont catastrophiques, même sur les habitants, la ville d'Hiroshima a été détruite dans un rayon de 3 kilomètres et elle a été, c'est-à-dire 90% de la ville, ça a été vraiment atteint, affecté très négativement par la bombe atomique. Et puis, il y a un autre côté, donc première facette, c'est-à-dire premier argument, on a parlé très élogieusement de la guerre.
Ensuite, argument 2, on a dit que les conflits, malheureusement, marquent l'histoire et ça fait partie même du fondement de la société humaine. Troisième argument, on évoque les dégâts, les séquelles, les cicatrices qu'une guerre laisse. Et puis, il y a quand même une autre facette qui est normalement là où on va se rendre compte que la guerre est un mal nécessaire. Pourtant, il est étonnant de parler de guerre juste. Il y a ce qu'on appelle le concept de guerre juste. D'accord? Autrement dit, effectivement, il y a guerre et guerre. Autrement dit, on préfère une guerre à une autre. La lutte armée, ça c'est un autre synonyme de la guerre, devient pour ainsi dire un mal nécessaire. Autrement dit, je me trouve malgré moi dans l'obligation de guerroyer. Qu'est-ce que ça veut dire guerroyer? C'est-à-dire de déclarer une guerre. Donc le verbe guerroyer, c'est le verbe propre. Guerroyer signifie déclarer une guerre. Donc on guerroie en particulier contre les abus, contre les injustices. C'est normal. Je suis chez moi, il y a quelqu'un qui porte atteinte comment dirais-je, à mon domaine privé, je serai, malgré moi, dans l'obligation de défendre mon domaine, de défendre ma maison, de défendre ma famille, parce que je n'accepte pas l'injustice. C'est quoi l'exemple? Quoi de plus explicite, c'est-à-dire quoi de plus clair que la guerre ouverte contre le terrorisme menée aux quatre coins du monde? La guerre ouverte, c'est un exemple de guerre en tant que mal nécessaire. On ne veut pas déclarer la guerre, on ne veut pas courir aux armes, mais il y a des conditions là où on est obligé malheureusement de déclarer la guerre. Et puis, l'argument d'après, il rejoint cet argument qui montre que il faut malheureusement déclarer une guerre. On combat toute forme de colonisation au nom de la liberté et de la dignité. Citons à titre d'exemple la guerre de libération, d'où cette devise la liberté ou la mort. Une guerre de libération, c'est une guerre juste. D'accord? Parce que dans la classification des guerres, il y a des guerres injustes, il y a des guerres justes. Je vais commencer tout d'abord par les guerres justes. Une guerre juste, généralement, c'est une guerre, par exemple, de libération, c'est-à-dire un peuple occupé veut se libérer. Exemple, le peuple algérien. Et puis, il y a ce qu'on appelle une guerre de pacification, c'est-à-dire suite à cette donc pacification, c'est-à-dire on aspire à rétablir la paix suite à cette guerre. La question qui se pose, madame, est-ce que vous avez des exemples de guerre de pacification? Franchement, c'est théoriquement parlant, on parle généralement de guerre de pacification, mais sur le plan pratique, je crois qu'il n'y a aucun exemple de guerre de pacification. Et puis, donc, il y a une guerre donc, de libération, guerre de pacification. Quoi encore? La guerre ouverte contre le terrorisme également, c'est une guerre juste. Par contre, il y a ce qu'on appelle des guerres injustes. Par exemple, il y a des guerres de ce qu'on appelle d'extermination. C'est quoi l'extermination? Extermination, alors extermination. Une guerre d'extermination, c'est quand on veut faire table rase d'une minorité. Qu'est-ce que ça veut dire faire table rase? C'est-à-dire faire disparaître une minorité. Ça a été le cas avec Hitler, avec l'Allemagne nazie, où on a voulu, comment dirais-je, massacrer, exterminer
la race sémite. Avec l'Allemagne, on parle de l'extermination de la race, excusez-moi pour le mot race, mais ça c'est l'histoire, hein, la race sémite. D'accord? C'est la race sémite. Alors, c'est quoi cette race sémite? Il s'agit des Juifs et des Arabes. La race sémite signifie les Juifs et les Arabes. Et c'est pourquoi Hitler, H, donc H majuscule I-T-L-E-R, c'est pourquoi Hitler est connu pour son antisémitisme. Donc, une guerre d'extermination, c'est une guerre injuste. Une guerre qui relève d'une ambition démesurée, c'est-à-dire de conquérir le monde, c'est une guerre injuste également. C'est bon? Bien, je passe maintenant au dernier argument. Devenu une réalité inéluctable, c'est-à-dire inévitable, la guerre est un phénomène auquel il vaut mieux s'apprêter, c'est-à-dire se préparer. Que dit Alain? Alain, c'est un penseur. Si la guerre vient, on dira qu'on avait donc raison de la préparer. Avant de partir à la deuxième partie qui va traiter le côté optimiste de la vie, c'est-à-dire on va voir le revers de la médaille, un revers tout à fait en rose, notamment avec la paix. Quelles sont, à votre avis, les idées qu'on vient de citer susceptibles d'être compatibles avec le sujet? Je vous rappelle le texte de notre sujet. Mais nous allons nous battre, déclare, mais l'univers le sait, pardon, mais l'univers le sait, nous allons nous battre, déclare le personnage de la guerre de Troie n'aura pas lieu. Pensez-vous que l'on ne puisse pas vraiment éviter la guerre? C'est-à-dire la partie 1, elle est axée sur le côté inévitable de la guerre. À votre avis, quelles sont les idées à retenir pour travailler la partie 1 de notre sujet? À votre avis, quelles sont les idées à retenir pour la partie 1? C'est-à-dire là où on va traiter le côté inévitable. La guerre, c'est notre destin, mais l'univers le sait, nous allons nous battre. Regardez combien on est sûr de faire cette guerre. Oui, Moaz, je vous céderai la parole tout de suite. Très bien. Oui, Moaz. Le deuxième argument, le Oui. bellicisme est trop durement dans les pays. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Très bien. Oui, bravo. Donc, parce que c'est le fondement de toutes les sociétés, malheureusement. Très bien. Bien. Est-ce que vous ne voyez pas un autre argument tout à fait compatible avec la partie 1 qui dit que la guerre est inévitable? Ça ne plaît pas Oui, allez-y. le quatrième. Pourtant, il est étonnant de parler de guerre. Oui, très bien. وإحنا بالطبيعة باش نحيو pourtant il est étonnant خاطر parce que c'est vrai qu'il y a de l'émotion hein. Mais donc oui, OK, bravo. Donc moi je suis partante et pourquoi pas on combat toute forme de colonisation, c'est-à-dire au nom de la dignité, au nom de ma libération donc je vais déclarer une guerre, n'est-ce pas? Et pourquoi pas l'argument le dernier, c'est une réalité inéluctable, n'est-ce pas? Est-ce que tu es Oui, d'accord, Moaz? oui, oui. Très bien. Et pour le reste, on peut commencer par exemple mon sujet. Je peux par exemple commencer mon sujet par le premier argument. Ça pourrait être, ça peut servir comme ce qu'on appelle une phrase d'amorce, n'est-ce pas? Le bellicisme est trop. On peut Ah, l'autre, la guerre, une, le oui, premier.
Très bien. Donc, je peux commencer par cette définition de la guerre et je peux dire que c'est un phénomène très ancien. D'ailleurs, c'est une occasion pour exprimer les valeurs guerrières et les valeurs viriles. Est-ce que je me fais comprendre? Je crois et ça Oui, continue à éprouver le monde de nos jours. Et d'où le côté, en fin de compte, inévitable. Et petit à petit, je m'achemine vers la problématique. D'accord? d'accord. Très bien. Donc, on va voir maintenant la deuxième partie. C'est une partie axée sur la paix. On va voir comment, grâce à la paix, notre monde est meilleur. Donc, loin de toute âme belliqueuse, on a dit tout à l'heure, belliqueux, belliqueuse, ça fait partie des mots de la même famille que le bellicisme. D'accord? Mots de la même famille que le bellicisme de tout à l'heure. Voilà. D'accord? Loin de tout discours martial. Ça se prononce en S. Qu'est-ce que ça veut dire un discours martial? C'est un discours qui encourage à la guerre. Vous connaissez par exemple art martial. Généralement, c'est un sport axé sur la lutte. D'accord? La lutte, par exemple, c'est un art martial. Donc, la paix est un Eldorado possible. Œuvrant, ça dérive du verbe, c'est le verbe œuvrer, c'est-à-dire faire. Œuvrant à le réaliser pour maintes raisons. Maintes signifie plusieurs. Ces bienfaits, c'est-à-dire les bienfaits de la paix, sont innombrables. De l'aveu de Diderot. Vous le connaissez, Diderot, celui qui a dit la liberté est un présent du ciel. Dans son encyclopédie, c'est un dictionnaire d'une taille gigantesque et dans l'encyclopédie, pardon, il y avait beaucoup d'articles et ce sont des articles sous forme même d'essais, d'accord? Il y a eu un article qui s'intitule Paix, il y a eu également un article qui s'intitule Cruauté. Pourquoi? Parce que on aimerait montrer le mal et dire aux gens que faire une guerre, c'est synonyme de mort. Donc, dans son encyclopédie, il s'évertue, c'est-à-dire, il a eu tout le plaisir, il a commencé à énumérer les mérites de la colombe. Je vous rappelle que la colombe, c'est le symbole de la paix. D'accord? Voilà. Ensuite, donc, la paix a plusieurs avantages. C'est indiqué essentiellement dans l'encyclopédie de Diderot depuis le siècle des Lumières. Ensuite, mener une vie pacifique, c'est-à-dire de paix, et propice, c'est-à-dire motive, c'est-à-dire est favorable à un monde prospère fondé sur l'échange et la communication. Un monde prospère, donc fondé sur l'échange et la communication. Prospère signifie un monde meilleur. C'est-à-dire, quand on parle de la prospérité, c'est-à-dire un développement sur tous les plans. Alors, le monde moderne doit atteindre un certain équilibre politique, culturel et économique. Voyons pertinemment quand il s'agit d'une stabilité politique, les autres domaines vont progresser, la culture et l'économie. Il y a une autre citation de Claude Lelouch, le monde du partage doit remplacer le partage du monde, c'est-à-dire un monde basé sur l'échange. On a dit tout à l'heure un monde prospère, fondé sur l'échange, le monde du partage, là où il y a la solidarité, la fraternité, l'entraide, doit remplacer le partage du monde. On a joué sur les mots, hein. Donc, monde du partage, c'est-à-dire monde de valeurs positives, telles que la fraternité, la solidarité. De l'autre côté, ça devrait remplacer ce qu'on appelle le monde du partage. C'est-à-dire, c'est un monde très négatif parce que le partage du monde signifie division, signifie démembrement,
C'est-à-dire, on aspire à diviser le monde et ça, c'est pas bien. Ensuite, malgré tout, il est à noter le triomphe des idées du pacifisme. Dans cette partie, on travaille sur les mots de la même famille que le mot paix, P-A-I-X. Tout à l'heure, on a évoqué une vie pacifique. Ensuite, on a évoqué les idées du pacifisme, d'accord? Mais avant tout, on a employé la métaphore de la paix, à savoir la colombe. Je reviens, s'il vous plaît, sur l'argument 3. Malgré tout, il est à noter le triomphe, c'est-à-dire la victoire des idées du pacifisme. Il y a une citation que j'adore. L'héroïsme n'est pas de prendre un fusil. C'est un personnage dans un livre, d'accord, un livre qui date du, on va dire, début XXe siècle. Donc, on a dit que l'héroïsme n'est pas de prendre un fusil. L'héroïsme, c'est-à-dire être considéré comme un héros, ce n'est pas la peine de courir aux armes pour tout simplement pour régler les problèmes. Le triomphe également de maintes valeurs positives telles que la philanthropie. Donc, c'est un mot composé de phil, c'est-à-dire amour, et anthrope, c'est-à-dire homme. Autrement dit, l'amour de son semblable voit le jour. Je répète, s'il vous plaît, cet argument. Le triomphe également de maintes valeurs positives telles que la philanthropie, l'amour de son semblable voit le jour. Qu'a dit Sophocle? Sophocle, c'est un écrivain qui date de l'Antiquité. Il est très ancien, d'accord? Il a dit, je suis né pour partager l'amour et non la haine. Maupassant, juste après, c'est le 19e siècle, qu'est-ce qu'il a dit? Le Créateur, c'est-à-dire Dieu, a fait les êtres pour s'aimer, se soutenir, se consoler. Heureusement, l'homme de nos jours est conscient des dégâts, des séquelles d'un conflit armé. Bien, on essaie tout simplement. Donc, argument 1, on a dit que la paix est possible, c'est un Eldorado. Et dans l'encyclopédie, on a énuméré les bienfaits de la paix. C'est plus ou moins général. L'argument 2, on a dit que la paix conduit au progrès, c'est la prospérité. Et on a dit que le monde du partage doit remplacer le partage du monde. Et puis, dans l'argument 3, on a dit l'héroïsme, c'est-à-dire le courage, les valeurs viriles, d'accord, n'est pas de prendre un fusil, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de courir aux armes de façon générale. Et donc, grâce à quoi je peux combattre la guerre? C'est grâce au triomphe des idées du pacifisme et des valeurs positives comme la philanthropie. Nous sommes sur terre pour aimer les autres. Et puis Dieu nous a créés pour s'aimer, se soutenir, se consoler. Et heureusement que l'homme de nos jours est tout à fait conscient des dégâts de la guerre. Mais une fois qu'on est conscient que la guerre est ravageuse, que la guerre est synonyme de mort, on va essayer quand même de résoudre autrement les conflits parce que une vie sans conflit, c'est un véritable paradis. Arrive maintenant l'argument suivant. L'homme, à l'image de son créateur, est susceptible de donner plus de force à ce côté bienveillant, c'est-à-dire un côté positif, un côté tout à fait gentil, à son fort intérieur, c'est-à-dire on essaie quand même de chercher l'essence de l'homme. Essence, bien sûr, ça n'a rien à voir avec mazout, les enfants, d'accord? Donc, essence, ça dérive du verbe essere, essere qui donne essence à être en français, d'accord?
Et par conséquent, ça donne naissance également au mot essence. Quand on dit essence, signifie la nature. On essaie de voir de près la nature humaine. Alors, ayant confiance en cette citation de Camus, que dit Camus? Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Autrement dit, le côté positif, le côté bienveillant de l'homme, le côté gentil, généralement l'emporte sur le côté méchant. Et puis, que dit Jean-Jacques Rousseau? La source du vrai bonheur est en nous. Telle est la conception humaine de Rousseau. Manière autrement dit, on essaie quand même de donner plus de confiance à notre nature naturelle, entre guillemets. C'est-à-dire, nous sommes à l'image d'un créateur bienveillant. Nous sommes sur Terre pour partager l'amour et non la haine. C'est une mission tout à fait humaine. D'accord? Donc, petit à petit, on va trouver une issue. Vous allez me dire, et alors? Donc, c'est vrai, nous sommes gentils, nous sommes humains, nous avons quand même une quantité énorme d'amour envers les autres, mais comment faire réellement et sur le plan pratique pour résoudre un conflit? Arrive à la fin cette notion très capitale, c'est la notion de la non-violence. L'argument dernier que dit exactement, vivons en paix, vivons heureux. D'ailleurs, en cas de conflit, on opte pour ce qu'on appelle le combat pacifiste. On peut déclarer un combat, mais c'est un combat, alors, mais c'est un combat pacifiste. Normalement, vous allez me dire, il n'y a pas de combat pacifiste. Un combat signifie arme, mort, sang, S-A-N-G. Je vous dis que ça existe. Un combat pacifiste, d'abord, d'un point de vue stylistique, il s'agit d'un oxymore. Oxymore, c'est le fait d'employer deux termes antonymes à l'intérieur du même groupe nominal, genre une nuit blanche, ou bien un soleil noir, ou bien un mort-vivant. C'est ce qu'on appelle un oxymore. Donc, qu'est-ce que ça veut dire combat pacifiste? Je déclare une guerre, mais sans recourir à la force, sans recourir, comment dirais-je, à la violence. Voilà. Donc, on va expliquer que signifie un combat pacifiste, négocier, c'est-à-dire parler, débattre pour résoudre les problèmes au lieu de courir aux armes. Quoi de meilleur que la doctrine de la non-violence préconisée par Gandhi? Je vous rappelle la figure mythologique de Gandhi. Gandhi, c'est un combattant. Il a milité pour obtenir l'indépendance de l'Inde, pardon, sans verser aucune goutte de sang. C'est-à-dire, lui, il a opté pour des moyens pacifiques, c'est-à-dire dans le combat, dans son combat contre l'occupation britannique, contre la colonisation britannique, il a opté pour, c'est-à-dire il a choisi des moyens tout à fait pacifiques, comme le boycott. Comme le boycott, je vous rappelle que le boycott, c'est un mot anglais qui signifie ne plus consommer. Par exemple, il a demandé au peuple de l'Inde de ne plus consommer les produits britanniques. Ensuite, il a fait une marche vraiment gigantesque pour éviter la notion de monopole. Une marche et donc boycott et marche gigantesque donc faisait preuve d'un militantisme sans recourir à la violence. Et c'est une doctrine qu'on appelle la non-violence. Il y a également aux États-Unis américains Martin Luther King. Lui également,
s'est inspiré de cette doctrine de la non-violence et il a essayé éradiquer, c'est-à-dire supprimer les inégalités entre les blacks et les blancs. Bien. Je viens normalement de vous expliquer cette fiche en rapport avec la paix. Est-ce que vous avez des questions d'une part? D'autre part, quels sont les arguments susceptibles d'être compatibles avec la partie 2? La partie 2, là où on va dire, mais quand même, c'est possible d'éviter la guerre. Pourquoi garder une vision pessimiste à l'égard de l'humanité? À votre avis, quels sont les... D'abord, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, dites-moi, quels sont les arguments susceptibles d'être compatibles? Quels sont les arguments qui marchent avec la deuxième partie? Voilà, pourquoi compliquer les choses avec un vocabulaire très, très, très sophistiqué? Quels sont les arguments qui marchent avec la partie 2? La partie où on va dire que oui, c'est possible d'éviter la guerre. Allez-y, je vous cède la parole. Oui, Fatma. Très bien. Allez-y, Fatma. Je pense pour le dernier argument. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Très bien. D'ailleurs, Ahna, on va l'insérer c'est-à-dire dans le deuxième argument. Tu es d'accord? Oui, C'est-à-dire donc ça c'est donc partie 2, argument 2, c'est parce que c'est un argument fort. oui. Très bien. Et quel est le premier argument donc? C'est-à-dire Le l'argument qui deuxième aussi. Le deuxième aussi, c'est-à-dire la prospérité de la vie. Écoute, Rahou, il faut quand même choisir un argument qui dit que c'est possible d'éviter la guerre. Et voilà comment. Voilà. Et voilà, donc, vous avez compris? Euh, C'est oui. possible d'éviter la guerre, à ton avis? Hmm. Donc, Fatma, merci infiniment. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le choix du dernier argument. D'ailleurs, c'est un argument trop fort. Écoutons, Raho, c'est vrai que parfois, on s'engage tellement dans une dissertation qu'on oublie ce que le correcteur s'attend de nous, et à ce qu'en fin de compte, il s'attend. Donc, il faut faire attention. Raho, dans la deuxième partie, on ne va pas énumérer les bienfaits de la paix. Non, on va dire, mais grâce à quoi je peux éviter la guerre? Est-ce que je me fais comprendre? Grâce à quoi je peux éviter la guerre? Je cède la parole à Rada. Allez-y, Rada. Je pense que c'est le troisième argument. C'est-à-dire là où il y a le triomphe des idées du pacifisme. Oui, très bien. Moi, je suis partante également. Ça pourrait être l'argument 1. Cet argument-là, ça pourrait être argument 1 de la deuxième partie. Oui, bravo. Rada, est-ce que vous avez autre chose à dire? Non. Très bien, merci pour votre intervention. Je cède la parole à Moaz. Allez-y, Moaz. Non, c'est bon, on a dit ce que je voulais Ce dire. que tu as eu l'intention de dire, oui, pourquoi Oui. pas? Très bien. Donc, pourquoi pas? Donc, écoutons, comment éviter la guerre? Je peux éviter la guerre par la victoire, le triomphe des idées du pacifisme. Il faut normalement avoir cette philanthropie et surtout, l'argument, on peut commencer comme ça. Heureusement, l'homme de nos jours est conscient des dégâts, des séquelles du conflit armé. فما citation extraordinaire de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry était un pilote de guerre. Regardons, hein, c'est un écrivain très 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 sensible et en même temps pilote de guerre. Il a dit la chose suivante, la guerre, parce que lui était témoin, il a participé même à la guerre. Donc il dit comme suit, la guerre, ce n'est pas alors, la guerre, ce n'est pas l'acceptation, l'acceptation du risque. La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque.
du risque. Alors, c'est l'acceptation pure et simple de la mort. Pure et simple de la mort. Il a compris que la guerre, c'est ça en fin de compte, d'accord? Elle est synonyme de mort. Comment il s'appelle? Il s'appelle Saint-Exupéry. Donc voilà, Exupéry. Pilote de guerre, là, d'accord? Pilote de guerre, d'ailleurs, il a écrit tout un livre qui parle de ça. Mais j'adore cette citation. La guerre, ce n'est pas l'acceptation, entre guillemets. La guerre, ce n'est pas l'acceptation. La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque, c'est l'acceptation pure et simple de la mort. Tant qu'on est conscient de la gravité de la guerre, tant qu'on est conscient de la sauvagerie, de la brutalité de la guerre, on va essayer tout simplement de trouver d'autres issues, c'est-à-dire d'autres solutions pour éviter, en fin de compte, le massacre, les génocides. Qu'est-ce que ça veut dire un génocide? C'est le fait de tuer en masse. Génocide, extermination, d'accord? Un génocide, c'est tuer des gens en masse. Par exemple, génocide généralement qui touche les minorités, comme les Kurdes. D'accord? On a comme les Kurdes, donc l'histoire connaît des histoires, pardon, oui, c'est ça, l'histoire connaît des histoires entre guillemets très 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 macabres, très funestes. Quand on dit macabre, funeste, c'est en rapport avec la mort. Bien, donc moi je suis partante avec vous. On va voir parce que je vous ai proposé une introduction. D'accord? On va voir. La voilà, cette introduction. Je vous ai proposé une introduction. Et je vous ai proposé d'autres problématiques. Comme ça, c'est pas la peine quand même. Il y en a d'autres là, problématiques. Et n'oublions pas que tout déjà, vous avez votre introduction à réactualiser une fois qu'on a un sujet ensemble. Et je vous ai fourni une conclusion. Donc, allez-y. Qui veut bien lire l'introduction, s'il vous plaît? Allez-y. Donc, allez-y, Moaz. Très bien. Oui, Moaz. On dit que toute l'histoire humaine se fonde sur des conflits. Oui. Le cerf Très bien. s'oppose à son Non, seigneur. non, c'est correct. C'est correct. Le cerf, le F ne se prononce pas. Le cerf, c'est-à-dire l'esclave, oui. Le cerf s'oppose à son seigneur, la bourgeoisie à l'aristocratie, Oui. le communisme au capitalisme. Très bien. C'est pourquoi le personnage de la guerre de Troie n'aura pas lieu, atteste l'inclutable de la lutte armée. Très bien. Bien que touché par un malheur commun, on reste autant que jamais partagé sur ce point. Oui. Si la guerre était inévitable, faut-il se plier toujours à ces lois pour résoudre les différends? Oui, très bien. Différent, ce n'est pas la différence, on est d'accord? Les différends à la fin des signifient les conflits. D'accord? Et donc, est-ce qu'on a respecté? D'abord, pourquoi j'ai souligné, moi, la guerre de Troie n'aura pas lieu? Parce que c'est le titre d'une pièce de théâtre. Quand vous évoquez, s'il vous plaît, le titre d'un livre, d'un film ou bien d'un tableau, vous devez souligner, s'il vous plaît. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord? Okay. Est-ce qu'on a respecté, s'il vous plaît, les étapes de l'introduction? On a commencé par une phrase d'amorce jusqu'au capitalisme. Ensuite, on a inséré la thèse du personnage. نجموا نحطوها راهو هوني الأولاد ها نجموا نعملوا هكا 2 points. Mais l'univers le sait. Nous allons nous battre. On peut insérer راهو c'est correct bien sûr. نعملوا 2 On peut points. insérer كما لا هذا. تخليها كيما هي parce que c'est une courte citation, elle n'est pas longue. لا نجم ما نحطوهاش معناها. تنجم ما تحطهاش مي هوني حطها ما يسالش. خاطر ما فيهاش لا redite. نعرف. Très bien. C'est pourquoi le personnage de la guerre de Troie n'aura pas lieu. شو وقتاش مثلا ما تحطهاش ساعات تحط منها شطر هكا هاولوي parce que parfois on vous propose une citation longue.
Est-ce que je me fais comprendre? Ouais. Quand il s'agit Oui. d'une citation longue, donc je dois trancher. Par exemple, je peux, comment dirais-je, choisir quelques expressions à insérer entre guillemets, ou bien tout simplement récapituler. معناها, je peux reformuler au moyen de mon propre français. Paraphrase. Donc, انت, par exemple, Moaz, au cas où, le jour de ton Oui. devoir, tu trouverais pas l'inéluctable de la lutte armée. مثلا, tu n'as pas su comment dire la thèse avec ton propre français. Donc, il vaut mieux Mhm. l'insérer. Fahmt. Est-ce que je me fais comprendre? Hey, oui, je vous conseille d'insérer. Chaque fois, tu as besoin de ce vocabulaire, soit dans معناها la partie تخبيه. transition. Voilà, vous insérez, surtout quand il s'agit d'une thèse qui n'est pas longue. J'ai compris. Oui. D'accord? Ensuite, vous avez la problématique. On a changé un tout petit peu, bien que touché par un malheur commun. On reste autant que jamais partagé sur ce point. Ah, c'est un amateur comme un langage familier. Non, non, c'est correct. C'est un mal partagé à la fin S. On reste autant que jamais partagé sur ce point. Si la guerre est inévitable, et la partie 1, faut-il se plier toujours à ces lois pour résoudre les différents conflits? C'est bon, Moise? Oui. Très Merci. bien. Merci à vous. Merci pour cette intervention. Alors, je vous ai proposé d'autres problématiques. Sinon, là, vous avez déjà la possibilité, la façon de poser une problématique. Par conséquent, c'est-à-dire donc, dans quelle mesure la guerre s'avère-t-elle incontournable? Incontournable signifie Incontournable signifie inévitable, signifie inéluctable, d'accord? Donc, s'avère, c'est-à-dire est, tout simplement. Donc, à quel point la guerre se veut-elle inévitable? Ou bien, alors que les uns adhèrent à cette conception belliciste, c'est-à-dire très passionnés pour la guerre, très enthousiastes pour la guerre, très excitée, elle veut tout simplement faire la guerre, bien d'autres la voient d'un mauvais œil. Qui a tort, qui a raison? Cette problématique, elle est passe-partout, à condition par exemple, un sujet qui porte sur le progrès dans un côté très 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 optimiste, alors que les uns adhèrent à cette conception d'un progrès, à cette première conception du progrès, ou bien à cette conception optimiste à l'égard du progrès, bien d'autres la voient d'un mauvais œil. Et regardons ces expressions. Femme français, on voir, alors, voir d'un bon œil, c'est-à-dire approuver, le contraire, voir d'un mauvais œil. Alors, voir d'un mauvais œil. Quand je dis par exemple, je vois la science d'un mauvais œil, c'est-à-dire je dénonce, je désapprouve, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord. Je vois la liberté d'un bon œil, c'est-à-dire j'approuve la liberté. Je suis partante pour l'idée d'être libre à 100%. Il y a une autre façon, comme les avis sont mitigés. La très passe-partout. La troisième problématique, elle est passe-partout, mais à condition de remplacer belliciste par autre chose, par le thème. C'est-à-dire que vous avez le thème X. Comme les avis sont mitigés, mitigé signifie partager. D'accord? Comme les avis sont mitigés, c'est-à-dire partagés, je suis partagé, je suis divisé, je suis perplexe, je ne suis pas encore en mesure de prendre une décision. Une question se pose, faut-il toujours guerroyer? Et surtout, on emploie toujours la parce que dans le texte, toujours aider un modélisateur. C'est un adverbe, un modélisateur, il modélise
le sens de la phrase. Faut-il toujours guerroyer pour dire que oui, il faut guerroyer dans l'obligation de se libérer. Donc on va voir que dans la mesure où l'histoire se fonde sur des conflits, mais l'argument est on s'est servi, on s'en est servi dans la phrase d'amorce, et donc et puis on va dire pratiquement le contraire. D'accord? C'est-à-dire là où comment peut-on éviter la guerre? Arrivons, s'il vous plaît, à la conclusion. La conclusion fait beaucoup d'engagement personnel de ma part. Peut-être j'ai pas à 100% respecté, c'est-à-dire la récapitulation. Et puis, il faut normalement aller de l'avant pour ouvrir le débat. En guise de conclusion, ça c'est un connecteur logique pour commencer la conclusion. En guise de conclusion, bien brièvement dit, légitimer une guerre, c'est-à-dire est-ce possible de rendre la guerre légitime? Légitime, est-ce qu'il faut avoir le droit à la guerre? Voilà une question à laquelle il faut ne pas s'adonner parce que c'est absurde. Qu'est-ce que ça veut dire absurde? Cela signifie illogique. C'est pas normal dire que oui, il faut faire une guerre. Quelles que soient les conditions, les circonstances, il y a beaucoup de moyens, beaucoup plus pacifistes, beaucoup plus normalement efficaces. Quels que soient ces alibis, raison, mais c'est une faible raison. Hein. La raison de... prétexte. D'accord? Quand on dit c'est quoi un alibi? Un alibi, c'est une justification qui n'est pas convaincante. D'accord? Donc, quels que soient ces alibis et ces fins, c'est-à-dire objectifs, libération, pacification, d'accord? Elle offre une vision dantesque. J'ai expliqué que ça veut dire dantesque, d'apocalypse. C'est quoi l'apocalypse, Laoulette? C'est la fin du monde. Obtenir la paix au moyen d'une guerre, c'est sanglant, malheureusement. L'apocalypse, c'est la fin du monde. D'accord? Autrement dit, résoudre un problème au moyen des armes, pardon, c'est apocalyptique. Qu'est-ce que ça veut dire apocalyptique? Ce sont des indications, des indicateurs, des signes avant-coureurs de fin de monde, malheureusement. Donc, vivons en paix, vivons heureux, et vivons cachés, vivons heureux. On peut tout simplement comment dirais-je, recourir à l'intertextualité, c'est-à-dire emprunter une citation et l'exploiter pour tout simplement enrichir le style et bien sûr les idées de façon générale. Est-ce que vous avez une question? Je suis à votre écoute. Si vous n'avez pas de questions, j'aimerais attirer votre attention sur la chose suivante. Je me rappelle qu'une fois, Rada m'a posé la question sur la différence entre un essai et une dissertation. Je me rappelle bel et bien que j'ai répondu de la façon suivante. En fin de compte, c'est la même chose. Oui, en effet, mais c'est quoi en fin de compte? C'est-à-dire, moi, j'ai essayé quand même de trouver ce qu'on appelle le point d'intersection entre un essai et une dissertation. Mais on va voir maintenant les points de divergence, d'accord? Alors, donc, dans un essai, ou bien un essai argumentatif, ou bien une dissertation, le point commun, c'est quoi? Il y a une thèse à travailler, à analyser, et normalement, il y a une problématique, et puis il y a ce qu'on appelle l'expression de l'opinion, c'est-à-dire j'exprime franchement mon opinion, notamment c'est une opinion qui figure dans la deuxième partie. Parce que dans la deuxième partie, c'est l'accomplissement de mon travail. Donc ça, ce qu'on appelle les points d'intersection ou bien les points de convergence entre essai
et dissertation. Maintenant, les points de divergence, c'est-à-dire de différence. Un essai, quand je vous dis par exemple, pensez-vous que la paix est possible? C'est possible de faire un travail en une seule partie en disant, opter pour ce qu'on appelle le point de vue absolu, en disant oui, c'est possible de vivre en paix et voilà mes propres raisons. Par contre, quand il s'agit d'une dissertation, ce n'est pas suffisant d'abord de faire un travail en une seule partie. Pourquoi? Parce que dans un essai, je peux par exemple me contenter d'une seule partie. Mais dans une dissertation, je dois d'abord analyser la thèse, c'est-à-dire être partiellement d'accord avec la thèse. Autrement dit, donner un accord partiel à la thèse, l'analyser, l'expliquer au moyen d'arguments et d'exemples, bien évidemment. Ensuite, je fais ma transition pour commencer la deuxième partie اللي هي نسميوها الأولاد la partie du dépassement معناها le revers de la médaille, c'est-à-dire en fin de compte on va chercher on va essayer quand même de voir le deuxième volet de la problématique. Donc, nécessairement, dans une dissertation, je dois trouver partie 1, axée sur la thèse, partie 2, là où il y a le dépassement. Et l'intuma, traditionnellement parlant, c'est mieux à antithèse. D'accord? Moi, j'appelle ça dépassement. Et je vous ai montré pas mal de fois qu'il vaut mieux, comment dirais-je, axer le travail sur une partie qui analyse la thèse et puis vous faites votre transition et vous commencez une deuxième partie axée sur le revers de la thèse, le côté en fin de compte qu'on n'a pas vu dans la problématique. D'accord? Et à la fin, vous faites une conclusion. Que contient généralement cette conclusion? Il y a une récapitulation entre, et je vous ai montré généralement quand je vous ai proposé la façon de dire la question qui a fait l'objet de ma réflexion a permis de remettre en cause une problématique qui me semble bien une idée qui me semble radicale. نعمل 2 points. Je fais un rappel de la thèse. Donc toutefois, c'est-à-dire par contre, mais je fais un rappel sur la deuxième partie que j'ai travaillée. Ensuite, dans cette optique, j'essaie quand même d'ouvrir le sujet vers d'autres horizons. Donc voilà que contient exactement une dissertation. D'accord? C'est vrai, au début, je n'ai pas eu l'intention de travailler avec vous un travail en une seule partie. Parce que même en bac, généralement, la copie, là où il y a 2 parties, elle est avantagée par rapport à une copie là où il y a une seule partie. Est-ce que je me fais comprendre? Et aujourd'hui, j'ai essayé quand même de mettre les points sur les i et de vous dire, voilà exactement c'est quoi la différence entre un essai et une dissertation. Et c'est tout à fait naturel. Vous avez en fin de compte attiré l'attention sur la chose suivante, le volume horaire. Parce que pour un essai, on peut même faire un essai en 30 minutes. Par contre, pour la dissertation, vous avez des examens dont l'intervalle est de 2 heures jusqu'à 3 heures. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît, ou bien une remarque? Est-ce que vous avez une question ou bien une remarque? Bien. Si donc vous n'avez pas de questions ni de remarques, je vous lancerai très bientôt le sujet qui évoque le thème de la science, d'accord? Un sujet qui va s'inspirer d'une citation de Jean d'Ormesson. Il s'appelle Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, c'est un écrivain, un penseur. Alors, il s'appelle Jean. Il est encore vivant, entre parenthèses. Donc, Jean d'Ormesson.
Jean Dormesson, je ne sais pas si vous êtes amateur de France 2, France 5, les chaînes en fin de compte françaises, les chaînes télévisées françaises. Il a été un invité la semaine dernière de C'est à vous, d'accord? C'est une émission sur France 5. D'accord? Normalement, très prochainement, il sera l'invité d'une émission qui s'intitule Le Divan. D'accord? C'est un vieux monsieur, mais c'est un penseur de taille qui réfléchit sur l'époque moderne et donc voilà, c'est quelqu'un qui donne systématiquement des constats sur le monde actuel. Un constat, c'est-à-dire une idée, un aperçu, une idée générale. Donc on va traiter la question de Jean d'Ormesson qui dit comme nous vivons bien, sommes-nous heureux? On va traiter la problématique du bonheur en rapport avec le progrès scientifique. Est-ce que la science apporte le bonheur? D'accord? Donc, c'est la problématique de la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, prochainement, je vous envoie, s'il vous plaît, le TD de la science accompagné d'un sujet. On va essayer quand même de voir comment les choses fonctionneront avec le thème de la science. Donc, la confirmation de notre prochain rendez-vous, vous attendez ça de ma part très prochainement. À très bientôt. Encore une fois, je suis ravie d'être parmi vous. À la prochaine, Inch'Allah.